Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour enfin vous tourner le retour sur le bilan du Pumpkin Autumn Challenge de cette année 2023, Légende des bois et au-delà. La vidéo risque d'être assez longue puisqu'il y a pas mal de titres et qui étaient assez volumineux. Je ne vais pas réexpliquer pourquoi j'ai choisi tel titre pour telle catégorie. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ma pile à lire que je vais mettre tout là-haut, comme ça vous pourrez vous y référer. Et donc on va y aller tout de suite parce qu'il y en a pas mal et j'aimerais ne pas scinder la vidéo en plusieurs parties. Alors, le premier tableau était automne frissonnant comme tous les ans et la première catégorie était bien flotter avec nous. J'ai choisi pour celle-ci le bureau des assassinats de Jack London et Robert L. Fish. Alors, j'avais dit que c'était un livre à quatre mains, effectivement, puisqu'en fait, c'est un livre que Jack London n'avait pas achevé, et donc c'est Robert Elfish qui s'en est chargé, ce qui ne se sent pas spécialement à l'écriture. L'auteur s'est servi de toute façon des notes de Jack London pour pouvoir réécrire cette fin, et on a également la fin que le fils, je pense, de Jack London avait écrit lui-même, que je vois si je retrouve son nom. On nous met aussi de toute façon les notes de Jack London à la fin pour qu'on puisse voir un peu le travail qui a été fait. Donc ça c'est aussi très intelligent de la part de Libretto de l'avoir fait ainsi. Et je crois que c'est après ceci. Oui, on a le dénouement du récit selon la version de Charmian London. Donc je ne sais pas si c'est son fils ou quelqu'un d'autre de sa famille, mais bon, en tout cas ça figure à l'intérieur. J'ai beaucoup apprécié de Jack London, je n'avais lu que des nouvelles, donc c'est le premier réel roman que je lis de l'auteur. Je pense qu'après, effectivement, je découvrirai Martin Eden, Cro-Blanc et les autres. C'est toujours aussi plaisant à lire, toujours aussi facile. Dans le bureau des assassinats, on a un côté quand même assez absurde qui va être mis en avant. Il y a beaucoup de... C'est très jusqu'au boutiste en fait. On est confronté à des anarchistes, à des idéalistes et ils vont se retrouver un petit peu coincés dans leur philosophie. Quand on va les pousser au bout de leur retranchement, et ben, ils vont se rendre compte, enfin, certains vont se rendre compte en tout cas qu'ils ne peuvent pas embrasser pleinement leurs idéaux et qu'effectivement la nature humaine fait qu'ils vont devoir s'accommoder de tout ça et ceux qui sont vraiment jusqu'au boutiste, et ben, n'ont pas forcément un destin heureux, mais en tout cas en cohérence avec ce à quoi ils croyaient. Bref, c'est un peu brouillon expliqué comme ça, mais je peux pas vous dire grand chose de l'intrigue puisque tout va être sur un suspense en fait. On est un peu sur une course effrénée. Un peu à l'image de ces séries d'espions des années 60-70, c'était vraiment assez chouette. On est en fait sur le commanditaire, enfin celui qui est à la tête du bureau des assassinats, qui, il dit suite à un quiproquo, va se retrouver cible de sa propre organisation, mais c'est pas réellement un quiproquo en fait, c'est un peu plus subtil que ça et un peu plus drôle que ça. Donc voilà, si vous voulez à quelque chose qui soit un petit peu haletant, mais en même temps très drôle, très plaisant à lire, je peux vous le conseiller tout à fait. C'est pas tout à fait un thriller classique, donc ceux qui ont un peu de mal avec le côté noir, eh ben, vous ne serez pas déçus. Ensuite, nous avions L'Enfer des Backrooms, et là, j'avais choisi un tout petit ouvrage qui est Le Piranèse de Charles Naudier. Très intéressant aussi, ça se lit excessivement vite puisque le présent ouvrage se compose de deux cahiers. On en a un avec toute une série de gravures de Piranèse pour vraiment se plonger dans le travail de l'artiste, et de l'autre côté on va retrouver le conte de Piranèse. Honnêtement, il m'a pas laissé. C'est vraiment tout fin. C'est un petit cahier. Il m'a pas laissé un souvenir impérissable. C'était relativement plaisant à lire. Je sais pas si je dirais que des fois ça se regarde un petit peu écrire, ça se regarde un petit peu le nombril, parce que ça reste un conte écrit un petit peu comme une espèce de biographie. Mais bon, voilà, c'était plaisant. J'ai pas plus de commentaires à faire là-dessus.
ça disserte de toute façon de la figure de Piranès, quoi, de la figure un petit peu presque mythique de cet artiste qui construisait toutes ces pièces un peu fantastiques et presque horrifiques pour certaines d'entre elles. Donc voilà, je pense qu'après avoir lu ce premier texte autour de cet artiste, je vais me plonger dans l'autre ouvrage qui a été fait beaucoup plus récemment et qui tourne un petit peu partout. Je ne sais pas dans quelle mesure ça reprend la personne qui a existé en tant que telle, mais voilà, ça m'a quand même donné envie de découvrir davantage aussi Charles Nodier dans des récits peut-être un petit peu plus classiques. Mais voilà, c'était quand même plaisant, un peu cher pour ce que ça a été tout de même. Ensuite, nous avions la catégorie Perfectly Splendid et là, j'avais inclus mon tome des Rougon-Macquart à lire pour la période qui était La Terre, donc de Zola, très gros pavé, mais qui, comme d'habitude, ne s'est absolument pas senti à la lecture. Là, on est en fait sur une famille qui va se déchirer suite à un partage des terres qui a été fait du vivant des parents. En fait, ce sont des paysans dans la Beauce qui décident de diviser leurs terres en trois pour pouvoir les donner à leurs enfants, en fait, qui les tirent au sort chez le notaire, et va s'en suivre tout un tas de déchirements familiaux, tout un tas de mésaventures, tout un tas de problèmes qu'on va rencontrer dans les familles de France, qu'elles soient modestes ou non. Je pense que c'est quand même très révélateur, puisque même si, Dieu merci, dans ma famille, on n'a pas eu ce problème-là. Du côté de ma mère, du côté de mon père, ça a été un petit peu différent. On voit tout de suite que dès que l'héritage entre en jeu, même s'il n'y a pas grand-chose à en tirer, ben, c'est toujours prétexte pour se tirer dans les pattes, pour réclamer des choses indues. Enfin voilà, c'est complètement absurde, et encore une fois là-dedans ça a été poussé et ça a été fait avec brio. On retrouve des personnages qui sont plus ou moins attachants en fonction. Comme d'habitude, il y a quand même toujours des antagonistes. Certains m'ont un peu rappelé le tout premier tome, La Fortune des Rougon, en fait, dans leurs attitudes très... comment dire, très. Il y en a certains qui sont extrêmement triviaux, d'autres qui sont d'une méchanceté, mais presque. C'est vraiment intrinsèque, quoi. C'est collé à leur personne. Des personnages très archétypaux pour la plupart, mais quand même toujours un peu crédibles là-dedans, parce qu'on peut comprendre que, oui, dans leurs conditions de vie, bah, c'est clair que certains se renferment complètement, deviennent complètement aigris, égoïstes, et n'arrivent même pas à rester soudés en famille. Et donc, notre Rougon-Macquart, notre qui est un Macquart du coup pour le coup, arrive dans ce milieu-là, dans cette famille-ci. Et pour lui, ça ne se passe pas non plus super bien. Et on voit encore une fois que si les personnes avaient fait les bons choix, entre guillemets, elles auraient pu s'en sortir bien mieux que ça. C'est toujours terrible. La fatalité s'abat sur cette famille-là. C'est plutôt... c'est plutôt tragique, ça tire parfois sur le comique, et dans ce tome-là, voilà, on oscillait vraiment entre les deux, et ça fait partie de l'un des tomes que j'affectionne le plus, je pense. C'est vraiment une très bonne année sur les Rougon-Macquart, je pense que j'en parlerai dans mon bilan de fin d'année, il y en a beaucoup que j'ai extrêmement apprécié, et celui-ci en fait partie. Voilà, donc ne vous soyez pas intimidés par la brique qu'il représente, franchement ça se lit tout seul et c'est un plaisir. On passe ensuite à l'autre tableau, le deuxième, qui est l'automne douceur de vivre, l'autre tableau historique en fait de ce Pumpkin Autumn Challenge, qui est toujours un peu compliqué pour moi, mais j'ai plutôt bien joué cette année. On avait la première catégorie qui est Something Wicked This Way Come, et pour celle-ci, j'avais choisi un Assia Djebar, L'amour, la fantasia, qui fait partie du quatuor algérien que je veux lire depuis un petit moment. C'est un quatuor qu'elle n'a pas pu terminer, il se compose de 3 romans, dont celui-ci est le premier. Assia Djebar, c'est une plume qui parfois peut être un petit peu compliquée à suivre, parce qu'elle elle a sa propre manière de narrer une histoire, elle va beaucoup faire des allers-retours, elle va mélanger les genres, et dans celui-ci c'est également le cas, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement facile à suivre, extrêmement plaisant. Le livre est coupé en plusieurs mouvements en fait, et on va avoir tant
un côté histoire avec un grand H, histoire pure de la conquête de l'Algérie. On va avoir des scènes de la petite histoire entre guillemets, de certaines batailles qui ont lieu, j'allais dire de prise d'otage, c'est pas ça que je veux dire, c'est de sièges, voilà, qui ont eu lieu. On va avoir des moments de vie des années plus tard. On va retrouver aussi la guerre d'Algérie en toile de fond, comme Assad Djebar le met très souvent en scène. Et on va faire des allers-retours toujours, constamment, mais c'est extrêmement fluide. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées dans cet ouvrage-là, que ce soit l'éducation des filles, que ce soit la représentation amoureuse, la confrontation des filles à l'amour, ce que ça représente pour elles, comment est-ce qu'il peut s'exprimer, la place de l'écriture dans la vie des paysans, que ce soit les paysans dans leur ensemble, mais aussi des paysannes. On va aussi retrouver tout le côté organisation de la guérilla, comme on a pu voir dans La femme sans sépulture, j'ai mélangé avec une autre, La femme sans sépulture. Donc voilà, c'était un ouvrage assez compact, avec beaucoup de thématiques, donc, mais qui est très abordable. Donc je pense que pour l'instant, des 2 autres ouvrages que j'ai lus d'Assia Djebar, c'est celui-ci que je vous conseille le plus parce que ça donne à voir sa plume, ça donne à voir sa manière de raconter. C'est certes une autrice, mais c'est aussi quelqu'un qui a cette démarche de raconter l'histoire avec un grand H et aussi avec la petite, vraiment d'imbriquer les deux pour vraiment avoir une vue d'ensemble de ce qu'elle essaye de raconter et qui place très souvent, si ce n'est toujours, les femmes au cœur du récit. Donc voilà, celui-ci très chaude recommandation, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, nous allons retrouver la catégorie poupée de souvenirs automatiques à votre service et j'ai décidé de mettre une autre autrice qui est Jeanne de Tallennay avec L'Invisible. Et encore une fois, j'ai adoré ce roman, je l'ai mis, je pense, dans mes romans favoris de l'année. Alors, Jeanne de Tallennay, c'est une autrice belge dont j'avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo sur les autrices belges oubliées. J'avais fait un haul là-dessus, je vous le mettrai aussi dans le petit i. Et là, donc, nous allons retrouver un homme qui est mort et qui ne peut pas accéder à l'autre monde. En fait, il va devoir revivre un peu les conséquences de tout ce qu'il a fait dans sa vie, en fait, à travers des membres de sa famille ou du personnel qui a travaillé pour lui, puisque là, on est face à un homme, si ce n'est noble, du moins bourgeois. Et c'était vraiment délectable. C'est un très bel ouvrage, un peu à la manière d'un conte philosophique, du coup plus un roman philosophique pour le coup. Très bien, les personnages sont bien caractérisés, ils sont tout à fait crédibles, même si quelques-uns sont un peu archétypaux dans leur méchanceté, c'est toujours un petit peu, voilà, pour pouvoir être un peu plus clair dans les propos de l'auteur. Et Jeanne de Tallennay a une plume vraiment très agréable. On arrive vraiment à se mettre dans la tête de tous les personnages qu'elle va brosser. On va être tour à tour confronté à des événements malheureux, tragiques, mais aussi des moments un peu plus heureux et légers. Et on switch comme ça d'un chapitre à l'autre. C'est très fluide et c'est un rythme qui donne toujours envie d'en découvrir davantage, qui fait qu'on tourne les pages et qu'on n'a pas envie de s'arrêter. Certaines scénettes sont vraiment des scénettes, en fait, font vraiment penser à des chapitres un petit peu à part, mais qui sont après dans une cohésion d'ensemble, puisque de toute façon, le fil conducteur est cet homme mort, et du coup, on a des personnages qui même n'ont rien à voir entre eux, qui vont se retrouver finalement confrontés les uns aux autres, d'autres absolument pas, puisqu'on est dans des souvenirs que le protagoniste peut évoquer, puisque ça a son importance quand même pour l'histoire, puisque du coup, on est encore dans ce cycle de tout ce qu'on a produit depuis notre venue au monde a un incident, que ce soit sur nous, que ce soit sur d'autres personnes, nos comportements, notre manière de penser, absolument tout. Et voilà, je ne saurais pas quoi vous dire d'autre là-dessus, si ce n'est foncez le découvrir parce que c'était juste incroyable et si bien écrit. Voilà, faut vraiment remettre à l'avant toutes ces femmes qui ont été oubliées parce qu'elles ont toujours une plume très intéressante. Ensuite, nous avons La Dame Chouette des îles Bouillantes. Et là,
Hop, je l'avais pas lors du book haul, mais j'ai le Sorcellerie de Taschen de la bibliothèque ésotérique. Je les ai tous de cette collection-là. Et donc on est sur un ouvrage qui va discuter de sorcellerie depuis le plus loin qu'on puisse remonter. Et on va être mis en relation à chaque fois avec des œuvres d'art, que ce soit en peinture, en gravure, sur des choses un petit peu plus pratiques, par exemple les symboles qui peuvent être utilisés en sorcellerie. On va absolument tout retrouver, on va retrouver l'histoire des sorcières, on va retrouver aussi les différents types de magie. Par exemple, on va aborder la nécromancie, on va aussi aborder voilà, les animaux qui sont liés à elle, les rituels, enfin vraiment beaucoup beaucoup de choses. C'était vraiment un très chouette livre. De toute façon, toute cette collection-là est vraiment très très intéressante. J'ai aussi bien aimé les entrevues qu'ils font avec certains acteurs du secteur, entre guillemets. C'était bien plus proche de ce qu'il y avait sur le tarot et l'astrologie, parce que le dernier qu'ils ont produit, Plantes Magiques, j'avais pas trop aimé les interventions de certains qui étaient un peu plus de la propagande pour ce qu'ils souhaitaient projeter. Donc bref, c'était un peu autre chose, c'était un peu des moments un peu pub pour leur décoction, etc. Mais là, c'était absolument pas le cas, c'était juste incroyable. Et voilà, je peux que vous le conseiller, il y a vraiment des œuvres incroyables à l'intérieur aussi. Donc ne serait-ce que pour le visuel, procurez-le vous de toute urgence. Hop, la dernière catégorie de cette automne douceur de vivre, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et là, j'avais un peu triché, donc, puisque au lieu de participer à une lecture commune, j'avais lu un livre qui a été très très lu sur Booktube et Bookstagram. J'avais choisi les livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Je vous en montre qu'un, mais j'ai lu du coup les deux durant le Pumpkin, les deux qui me manquaient, puisque j'avais déjà lu le premier tome dans un autre challenge, le Shiny Spring Challenge, que je vais vous mettre aussi dans le petit i. Et j'ai juste adoré. C'était vraiment là un pumpkin très 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 positif. J'ai aimé tout ce que j'ai lu presque. Donc voilà, je ne peux que vous enjoindre à découvrir les livres de la Terre fracturée. On est sur un monde, un univers tout à fait dystopique. On est sur une Terre qui ne fait que trembler, qui du coup déclenche des tsunamis, des éruptions volcaniques qui font que le soleil ne brille plus, qui font que tout meurt autour, qui font que la nature change, que du coup les comportements des animaux sauvages changent, qui font du coup que tout le monde est en mode survie. C'est vraiment la grosse galère. Voilà. Donc comment est-ce que les hommes vont s'organiser, comment est-ce que les sociétés vont se recréer, est-ce qu'il est possible de vivre dans des univers comme ça, puisque ce type d'événement s'appelle une saison et que les saisons reviennent de manière cyclique. On ne sait pas trop pourquoi, il y a des personnes qui penchent là-dessus, mais tout n'est pas partagé à tout le monde. Et là, au fil des 2 et 3e tomes, on va comprendre du coup la genèse de tout ceci. On va se rendre compte qu'il y a eu un passé où il n'y avait pas eu de saison, que d'autres civilisations ont émergé à ce moment, enfin, existaient déjà auparavant avec leur propre système de subsistance qui n'était pas forcément non plus des plus fameux comme ils vivent à cette époque-là. Donc voilà, beaucoup de choses. Ce n'est pas une histoire qui se termine forcément bien. Alors, pour l'humanité, oui, mais pour nos protagonistes, pas forcément. Personne n'est épargné. C'est pas du tout un livre où on se dit oui le héros va vivre sa meilleure vie une fois qu'il aura combattu voilà l'antagoniste ultime, tout va bien se passer, il va accéder à tout ce qu'il a voulu pendant toute la quête. Pas du tout, même certains personnages il leur arrive des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Vraiment, quand je lisais, j'avais des réactions épidermiques. Ça m'arrivait souvent à voix haute d'avoir des réflexions, de faire des non, enfin, vraiment toujours des choses comme ça. Donc c'est vraiment une excellente lecture. Je ne sais pas si je me plongerai dans d'autres ouvrages tout de suite de N.K. Jemisin parce que j'ai l'impression que les personnes qui ont souhaité lire autre chose ont été un petit peu déçues après avoir lu ces 3 tomes-là. Donc je pense que je laisserai décanter un certain moment avant de m'y plonger. Mais je ne doute pas que sa plume soit très efficace sur d'autres
univers, puisque N.K. Jemisin est, il me semble, psychologue de formation, donc on a accès à l'intériorité de ces personnages. Tout le monde est extrêmement crédible, on comprend les façons de penser, on comprend les liens qui nous sembleraient pas forcément logiques dans le monde réel, mais elle nous laisse vraiment accès à tout leur cheminement de pensée, et elle arrive tellement bien à caractériser ces personnages qu'on peut suivre plusieurs histoires en parallèle de plusieurs personnages différents sans jamais se perdre et sans avoir un côté très redondant. Donc je vous le conseille très 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 chaudement si ce n'est pas déjà lu, mais ça m'étonnerait. Ensuite, nous avions donc la catégorie automne des bois et au-delà, qui est le thème de cette année. Avec Pomme, alors c'est le goût de la tarte aux amandes dans un premier temps, et c'est le dernier livre que j'ai terminé, et je l'ai terminé là il n'y a pas très très longtemps, donc j'étais vraiment au bout du challenge, mais il est aussi très épais. J'ai beaucoup de pavasses comme vous voyez déjà là étalées, et il y en a d'autres qui s'en viennent, donc j'ai été quand même assez productive. Là il s'agit d'une autrice roumaine, Gabriela Adamasteanu, avec Une matinée perdue, qui va être en fait une galerie de personnages qui vont se succéder pour nous raconter leurs souvenirs et du coup nous brosser le portrait de la Roumanie pré-Première Guerre mondiale jusqu'à l'avènement du communisme, on va dire. C'est un peu plus flou dans la période plus récente, on va dire, mais voilà, ça nous brosse vraiment le côté... le quotidien en fait d'une certaine classe de la Roumanie. On est sur une famille, encore une fois si ce n'est noble, du moins bourgeoise, qui va connaître des péripéties, qui va être sur le déclin suite du coup à la première guerre, puis à la deuxième guerre, puis justement à l'arrivée du communisme qui va mettre un petit peu dehors toute cette caste pour pouvoir mettre ses propres personnes à la tête de l'État et refonder un petit peu tout ça. Donc on va d'abord suivre Vika, qui est une femme du peuple, qui va être le lien avec tous ces personnages qui vont se succéder, qui va du coup sortir de chez elle pour se rendre chez sa belle-sœur, qui va du coup raconter une certaine partie de son histoire. Puis en partant de chez sa belle-sœur, elle va du coup vouloir se rendre dans la famille pour laquelle elle a travaillé, pour l'une des familles pour lesquelles elle a travaillé, puisqu'elle était couturière pendant très 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 longtemps et avec qui elle avait de fortes attaches. Et donc c'est cette famille bourgeoise que nous allons un petit peu suivre, un peu plus en tout cas que Vika. Parce que comme ça nous a été présenté derrière, c'était un peu Vika la personnage centrale. Et c'est le cas, effectivement, puisque c'est elle qui fait le lien, mais ce n'est pas spécialement son histoire à elle qu'on va suivre, c'est vraiment pour pouvoir comprendre toute cette déchéance des grandes familles roumaines et de la Roumanie en général, puisqu'on va avoir accès aussi un petit peu à la corruption politique, comment est-ce que... tout le système de népotisme pouvait être mis en place, etc., qui n'est pas propre à la Roumanie. Hein. J'ai retrouvé aussi ce thème-là chez Naguib Mahfouz, on le retrouve aussi beaucoup chez Sadek Eros pour le Portugal, Naguib Mahfouz l'Égypte, et Sadek Eros le Portugal. On retrouve aussi ça de toute façon chez nous, Zola l'a critiqué, Flaubert l'a critiqué, tout le monde l'a critiqué, enfin voilà. On est encore dans cette tradition-là, donc même si là on est sur une autrice qui est contemporaine, puisque je ne sais pas quand est-ce qu'elle a disparu, si elle a disparu, mais en tout cas, l'ouvrage a été publié dans les années... Et ça a été publié chez nous en 2005, donc tout à fait contemporain. On est vraiment sur cette tradition de si ce n'est fustigé, du moins ne pas brosser un portrait très tendre du passé de son pays. Mais les personnages sont très attachants. Encore une fois, c'est vraiment très bien fait et c'est assez rare pour être mentionné dans tous ces livres-là. C'est vraiment un petit peu le fil conducteur de tout mon challenge. On est donc sur une galerie de personnages et qui sont tous très identifiables. Ah, je suis désolée pour le bruit. Sur une galerie de personnages très identifiables, je disais, qui vont être très reconnaissables par leur parler. Les vocabulaires changent voilà, du tout au tout en fonction de si c'est un homme, une femme, du milieu social. Ça a été vraiment très bien fait. Donc même s'il y a énormément de personnes à l'intérieur, que les prénoms peuvent un peu changer en fonction de qui s'adresse à quel personnage, on a affaire au surnom, au diminutif, etc. C'est assez facile à suivre et donc j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas trop à qui je pourrais le conseiller, je pense à ceux qui s'intéressent
aux ouvrages politiques, aux ouvrages du 19e siècle qui ont un petit peu pu être produits là-dessus. C'est quelque chose aussi qui peut vous intéresser, donc à découvrir. Ensuite, nous avions Légende de la hache noire. Et là, j'ai choisi encore une fois une autrice avec Marie de France et les laits qu'elle a écrits. Alors, on est vraiment sur des légendes qui ont été... des légendes qui sont très connues, que beaucoup d'artistes se sont appropriées, ont écrit. Et donc là, ils sont proposés par Marie de France. Très intéressant, on est sur une édition bilingue, donc en vieux français et en français contemporain. Ce qui nous permet aussi de voir la versification, d'avoir quelque chose d'un peu plus, comment dire, frappant à ce niveau-là, même si c'est pas forcément quelque chose que je recherche, mais bon, les laits sont un peu comme des chants en fait, donc voilà, ils sont de manière rimée. Et c'était vraiment bien à découvrir. Je ne connaissais pas la plupart de ces histoires. Il y en a une qui m'a fait penser un peu à Tristan et Iseult, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui se rejoint par rapport à ce mythe-là. Mais voilà, c'est plutôt bien pour toutes les personnes qui sont intéressées par les contes, par les mythes, le mythe arthurien aussi, parce que ce sont des contes qui sont quasi exclusivement bretons ou normand, donc voilà, mais je crois que c'est principalement breton de mémoire. C'était vraiment très très bien, donc n'hésitez pas à découvrir. Ça se lit facilement, c'est pas parce que ce sont des textes médiévaux que c'est compliqué, absolument pas. En plus, vous avez la version de toute manière en français contemporain, donc vraiment aucune raison de pas vous y plonger. Ensuite, nous avions la mélodie infernale de la corne de chasse. Et là, j'avais voulu lire les 3 tomes de l'Enfeuste que je m'étais procuré, mais en fait, j'ai lu tous ceux qui me manquaient. Donc, j'ai lu les 6 derniers tomes. Je vous en présente qu'un pour pas tous les prendre. Là, c'est un tome un peu à part, la forêt noiseuse, mais en fait, elle est complètement sortie de l'histoire d'origine. C'est un peu pour faire la transition avec les autres sagas qui suivent. L'Enfeuse de Troie, en fait, on est dans le monde de Troie avec un héros qui va avoir une épée magique pour pouvoir sauver le monde qui est pris en étau par un mage noir vraiment très 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 méchant. Voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre. C'est une aventure qui se faisait toute seule, c'est assez rigolo, voilà. Ça peut être quand même un peu misogyne sur les bords, mais bon, ça passe, hein, c'est de la BD, il faut savoir d'où on parle aussi, c'est pas non plus trop méchant. Donc voilà, assez sympa. Je sais pas si je lirai les autres occurrences les autres séries de l'Enfeust, mais on ne sait jamais, on verra bien. Ensuite, nous avions Rocket Raccoon on the Run, et là, c'est une petite déception. Je pense que c'est l'une des 2 déceptions de mon challenge. Stefan Zweig, La Peur, qui est un recueil de nouvelles, et j'ai été donc un petit peu déçue. Ce ne sont pas les meilleures nouvelles de l'auteur que j'ai lues. Il y en a quand même une ou 2 qui m'ont marqué. Il y avait La Porella que j'avais bien aimé, et que je retrouve la table des matières. Ouais, en fait, je sais pas trop. La collection Invisible aussi, elle était touchante. Je dirais La Porella, la collection Invisible, et La Peur, la première. Oui, on va dire que les 3 étaient pas mal, les autres assez oubliables. Voilà, je vais pas m'étendre plus parce que ça me fait un peu de peine de ne pas avoir apprécié autant un Stefan Zweig, d'autant que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas lu. Donc celui-ci, dispensable on va dire, même si 3 nouvelles étaient assez sympas. Nous passons donc à la dernière catégorie qui est l'automne rayonnant avec We'll Always Find a Way. Et là, c'était un livre que j'avais en legs depuis 15 000 ans avec Les chats, sous-titre Le chat dans tous ses états de Andrew Edney, qui est un petit ouvrage sur donc les chats, leur comportement, le chat dans l'art, enfin voilà, beaucoup de choses, j'en ai beaucoup là-dessus, donc j'ai pas appris grand chose non plus, mais c'était assez mignon. On avait aussi un peu les origines des félins, c'était ça que j'avais un peu plus apprécié dans celui-ci, c'est que ça repartait vraiment plus loin.
que les autres que j'avais. Et voilà, il y a beaucoup de choses, il y a des gravures, il y a des poèmes, on retrouve des grands hommes qui avaient des chats, enfin voilà, beaucoup de choses là-dessus. J'ai rien à en dire d'autre. Ça devait être lu, c'est fait, j'ai passé un beau moment, voilà, ça m'a tenu pendant 30 minutes, c'était bien. Je vais ensuite avoir L'Esprit Indomptable de Joe March. Et là, donc, autre mini déception avec Thomas Mann et Tonio Kroger. Alors, c'est pas tant l'histoire qui m'a déçue, c'est plus la plume de Thomas Mann que j'ai trouvé un petit peu hermétique, un petit peu froide en fait. J'ai pas été séduite par sa manière de nous brosser le personnage, de nous narrer son histoire. Je m'attendais peut-être à autre chose, d'avoir peut-être davantage l'intériorité de Tonio Kroger, plus que d'être confronté comme lui à des événements. Je trouve qu'on est passé un petit peu trop vite sur certaines parties. J'ai trouvé que le récit était peut-être un petit peu trop découpé et pas assez fluide. Donc voilà, je ne saurais pas quoi dire d'autre. Je pense que je lirai de toute façon autre chose de Thomas Mann pour me faire un avis un petit peu plus définitif. Mais celui-ci, en tout cas, ne me marquera pas tant que ça, malheureusement. Et enfin, nous avions Siwyl Arwyn Morin, et je ne sais toujours pas le prononcer. Donc, et pour celui-ci, j'ai choisi Apollinaire, l'enchanteur pourrissant, tout petit ouvrage qui était, ma foi, assez bien. Je m'attendais pas spécialement à ça puisque on n'a pas affaire à Merlin très longtemps en fait. Hein. Je vais pas vous spoiler parce que ça arrive vraiment très vite. Merlin se fait tuer et après on a un peu... de toute façon l'enchanteur pourrissant, il fallait s'en douter, mais que ça arrive aussitôt. Merlin meurt. Et du coup, et du moins un peu mourant puisque son âme est toujours là. Et il va s'en suivre tout un tas de personnes qui vont porter le deuil, de galeries de personnages, d'invocations, de convocations, un monde très onirique qui va défiler devant nous. Et c'était plutôt intéressant, parfois un petit peu... comment dire, c'est pas qu'on y perd pied, mais c'est vrai que des fois on se fait aussi un peu submerger par tout ce qui se passe, comme si nous-mêmes on était pris dans une spirale en fait. Et voilà, j'ai passé un bon moment avec celui-ci. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas lu du Apollinaire et ça m'a donné envie d'en relire en fait. Donc voilà, plutôt bien. Je peux vous le conseiller aussi, mais c'est assez particulier. C'est un peu une lecture psychédélique. Voilà. Voilà donc qui conclut le pumpkin de cette année qui était vraiment très bon et vous voyez que c'était quand même assez... ça en fait du papier quoi. Bon, je pense que je vous retrouverai donc pour le bilan de l'hiver palestinien à mon avis que je vais réaliser avant de faire le bilan de l'année 2023 et peut-être quelques piles à lire pour 2024, qui sait. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt, ciao.